Donc, bienvenue à ce webinaire du pôle IAR, donc sur les focus de nos adhérents. Donc, on fait assez régulièrement des webinaires comme celui-ci pour mettre en avant les activités de nos membres. Donc, aujourd'hui, on va parler de la valorisation des coproduits marins. Nous avons également un prochain groupe de travail sur la bioéconomie bleue, où les coproduits marins vont être évoqués. Donc là, pour le coup, il sera vraiment réservé à nos membres. C'est le 29 juin et donc ça sera beaucoup plus scientifique, beaucoup plus technique et on parlera également de la disponibilité de la ressource. Donc n'hésitez pas, si le programme vous intéresse, pour y participer, à m'envoyer un petit mail au nom de Canon. Donc Canon, je suis Canon Jessica du pôle IR, donc canon-ir-pôle.com. Donc aujourd'hui, pour ce webinaire, donc nous avons trois membres qui vont venir parler de leurs activités. Donc on a Capacité, qui est une filiale de la valorisation de la recherche de l'Université de Nantes. Donc, c'est Jacques Legrand, conseiller scientifique, qui viendra nous parler de la valorisation des coproduits de la pêche en biocombustible par extrusion réactive. Ensuite, on aura Laurence Guima, qui viendra parler des activités de Copalis, Copalis qui valorise des coproduits marins pour la nutraceutique, les cosmétiques et l'alimentation animale. Et ensuite, on aura Scal Édouard de Drezy qui viendra nous parler des écailles, une ressource a priori abondante et prometteuse. Donc, bonjour à nos intervenants. Bonjour. À la fin de ce webinaire, vous pourrez retrouver toutes les présentations qui seront faites sur notre outil de veille Tremplin. Donc, Tremplin, c'est un outil de veille dédié à la bioéconomie. C'est de la veille internationale. Donc, vous retrouverez toutes les présentations. Je ferai un petit essai à la fin, une petite démonstration de l'outil. Donc, n'hésitez pas à y rester. Si vous avez des questions, j'y répondrai bien évidemment. Jacques, on va commencer par vous. Donc, je vous laisse partager votre écran pour votre présentation. Oui, très bien. Allez-y, je vous laisse la main. C'est bon là? Oui, c'est bon, ça s'affiche. Je viens de taper sur le plein écran. Oui, ça va arriver, vous inquiétez pas. Ça va arriver comme tout à l'heure, on a fait un essai, donc ça doit marcher. Tout à fait. Voilà, c'est bon. Voilà. Oui, c'est parfait, allez-y. Parfait, je peux commencer donc? Oui, allez-y, les participants sont bien là. Donc, je vais faire une présentation sur ce que l'on fait au laboratoire, sur la valorisation des coproduits de la pêche et de la pêche accessoire par extrusion réactive. Donc, je travaille au laboratoire GEPA, qui est une unité de génie des procédés, qui travaille dans le domaine essentiellement de la valorisation des bioressources, qu'elles soient agricoles ou marines, et puis dans le domaine des écotechnologies. Et donc, c'est une unité mixte de recherche, il y a plusieurs entités qui sont le CNRS, l'Université de Nantes, l'Institut Mines Télécom Atlantique, donc l'école des mines, et puis ONIRIS, qui est une école du ministère de l'Agriculture. Et donc, moi, je travaille à l'Université de Nantes. Et l'Université de Nantes a une filiale qui s'appelle Capacité et qui gère l'ensemble de l'activité contractuelle des laboratoires de l'Université de Nantes. Donc là, vous avez quelques chiffres sur cette filiale. Il y a presque 100 personnes qui sont embauchées par Capacité sur les différents domaines d'activité de l'Université de Nantes. C'est très large au niveau activité. Et donc, cette filiale est organisée en thèmes de recherche qui regroupent parfois plusieurs laboratoires. Alors, un des thèmes correspond au génie des bioprocédés. Donc, c'est le transparent que vous avez ici, avec différentes technologies qui sont mises à disposition pour des contrats de prestation ou pour des contrats de recherche qui peuvent être financés par différentes structures industrielles ou même académiques type ANR ou ADEME, par exemple. Donc, dans le domaine des bioprocédés, on va travailler sur la filtration membranaire, par exemple, que souvent on a des couplages de procédés pour arriver à un produit final par rapport à une ressource. Donc, filtration, extrusion réactive, j'en parlais, donc je ne vais pas détailler maintenant. Fractionnement, des systèmes chromatographiques d'appareil centrifuge en particulier qui sont développés au niveau du laboratoire, et puis des systèmes de récolte, de broyage, concentration, extraction, purification, sans oublier des analyses, systèmes analytiques, alors qui sont développés dans différents laboratoires, notamment il y a une cellule de capacité, on appelle des cellules
la partie de capacité qui est reliée à un laboratoire en particulier. Donc, il y a une cellule autour des RMN qui est assez bien développée. Et donc, on a toute une panoplie de systèmes d'analyse pour ces produits d'origine agricole ou marine. Donc, essentiellement, ces protéines, bien sûr, lipides, pigments et polysaccharides. Donc, à côté de ça, au niveau des bioprocédés, on va essayer de travailler sur la partie intensification, et puis modélisation. Et associé à la modélisation, il y a toute étape du scaling up, de l'extrapolation des procédés mis en œuvre. Alors, quand on parle d'intensification, l'extrusion, c'est un système qui est un système intensifié, dans le sens où on va travailler dans des conditions qui sont extrêmement concentrées, par rapport à d'autres systèmes, d'autres types de réacteurs, par exemple, qui sont extrêmement concentrés. Donc, on va travailler dans des milieux assez visqueux. C'est un avantage. C'est assez versatile. On va voir les différents paramètres qui permettent de contrôler une extrusion. Et puis, un autre point important, c'est que c'est multifonctionnel. C'est-à-dire que on a dans le système des différentes zones dans lesquelles on peut faire du transport, on peut faire du mélange, on peut faire du cisaillement à très forte intensité, donc ce qui permet de faire plusieurs choses en même temps dans l'extrudeur. Et donc, ce que je vais aujourd'hui, ce dont je vais parler, c'est ce qui concerne le couplage entre le cisaillement et la réaction elle-même, et en particulier la réaction enzymatique. Donc voilà ce qu'est un extrudeur. Donc un extrudeur, c'est un système avec une trémie dans lequel on a la partie solide, qui va donc être distribuée dans l'extrudeur. On va avoir donc la possibilité d'amener des réactifs sous forme liquide. Alors c'est soit des solutions qui contiennent des enzymes, soit des solutions chimiques qui permettent de traiter la biomasse. Et à l'intérieur, donc, on a un système de vis. Donc, nous, on travaille sur des extrusions bivis. Donc, il y a 2 vis qui sont co-rotatives, qui vont tourner et qui vont permettre le transport d'un point à un autre de la matière, le transport, le mélange de la matière avec le réactif. Et puis, quand on a besoin de cisaillement, donc de maltraiter la matière, de traitement thermomécanique puissant, on va avoir des vis qui vont permettre de faire cette chose. Et à côté de ça, on a la possibilité de contrôler la température. Alors, soit en chaud, soit en froid. Soit on peut travailler à température élevée, soit à température plus douce, notamment lorsqu'on parle d'extrusion en voie humide, on a des températures qui sont plus faibles. Donc, régulation de température à la fois par rapport de chaud ou de froid. Donc, les paramètres de l'extrusion, c'est les paramètres du procédé sur lesquels on peut jouer en fonction de la matière première et en fonction de ce que l'on veut obtenir comme produit. Ça va être la vitesse des vis, donc la vitesse du cisaillement en particulier, les débits de matière et les débits et le rapport des débits entre la matière et les réactifs. Le profil de vis est modulable en fonction de la matière, en fonction de ce que l'on veut faire. J'ai dit différentes fonctions, convoyage, mélange, cisaillement, et puis les profils de température. Donc ça, ce sont les paramètres procédés sur lesquels on va jouer pour traiter telle ou telle matière première. Donc, quand on travaille sur des bioressources, on va avoir les grandes catégories de macromolécules que sont les lipides, les protéines, les polysaccharides et puis les pigments. Et les applications essentielles sur lesquelles on travaille au niveau de capacité du laboratoire, c'est l'agroalimentaire, bien sûr, le feed, notamment pour la pisciculture, et la production de biocarburants et de bioemballage. Alors, voilà les matières premières sur lesquelles on a travaillé au niveau du laboratoire. Des algues. Alors, algues macro et micro, mais essentiellement macro-algues pour le moment. On a fait quelques travaux sur les micro-algues, mais c'est quelque chose qui est en développement à l'heure actuelle, parce qu'on a un laboratoire dans lequel on travaille beaucoup sur les micro-algues. On a des systèmes de production de taille pilote relativement importante, donc sur lesquels on travaille sur les procédés downstream procédés, c'est-à-dire tout ce qui concerne la mise en valeur des produits issus de ces microalgues. Les crustacés, je vous donnerai un exemple un peu plus tard, et puis les coproduits de la pêche,
Alors, c'est coproduit ou pêche accessoire, hein, qui est aussi une problématique relativement importante au niveau des ports. Donc, quelques exemples d'applications hein, pour illustrer ce que je viens de dire. Donc, un premier exemple, c'est des algues, des macroalgues, dans lequel, alors les premiers travaux qu'on a fait, on a beaucoup travaillé avec Ifremer Nantes là-dessus, c'est de la production d'alginate à partir d'une macroalgue qui s'appelle la Mineria digitata. Et donc là, c'est aussi d'extrusion réactive dans le sens où on va modifier les conditions physico-chimiques par ajout d'HCl. Donc l'objectif ici, c'est donc d'avoir à la fois un mélange intense entre l'HCl, l'acide, et puis les macroalgues. Donc là, il y a une double action du vis. D'une part, c'est cisailler, donc briser les parois cellulaires, d'une part, et d'autre part, permettre l'accès de l'acide à l'alginate qui est contenu dans les algues, qui est insoluble. Donc l'objectif ici, c'est de le rendre soluble pour le récupérer par la suite. Donc ça, c'est un premier exemple d'extrusion réactive, mais sous forme de réaction physico-chimique. Autre application, c'est valorisation des protéines et des pigments, alors sur des macros et des microalgues par extrusion enzymatique. Donc on utilise des enzymes type alcalase ou cellulase. Et ensuite, on a une filtration membranaire pour récupérer les protéines ou les pigments qui ont été obtenus après extraction par hydrolyse enzymatique. Donc, on a travaillé sur une microalgue Tetracellulus et puis deux macroalgues qui sont Crashlupia et puis Graciliaria. Alors, sur les microalgues, c'est un peu plus compliqué parce que les tailles des microalgues, c'est quelques microns, hein, de l'ordre de 5 à 10 microns. Et donc là, on doit avoir des profils de vis très particuliers pour traiter ces microalgues, beaucoup plus particuliers que ceux que l'on peut mettre en œuvre pour les macroalgues. Alors, autre application, toujours sur, alors cette fois-ci, sur des coproduits de la pêche ou des capteurs accessoires. Les capteurs accessoires, c'est des poissons que les pêcheurs récupèrent, ils n'ont pas le droit de remettre à l'eau, mais qui ne sont pas consommables par les consommateurs. Donc, ils sont récupérés, ramenés au port, et l'objectif ici, c'est de pouvoir valoriser ces produits. Donc ici, le process est assez simple. Il y a une première séparation mécanique, puis paraître, il y a un pré-mélange, et c'est ce pré-mélange qui est extrudé. Donc là, c'est le traitement thermomécanique. On ne peut pas dire qu'il y ait vraiment réaction, pas une réaction. Il y a mécano-réaction, si on veut, de l'extrusion, pour dénaturer les protéines fluvilaires. Donc, sortie de l'extrudeur, il y a une cuisson hein, pour la formation du gel, et ensuite on stocke. Et les produits sont sous les formes que vous avez ici. Ces produits sont faits pour être distribués aux poissons. Donc, c'est pour alimenter des stations de piscicoles. Donc, on a travaillé sur du bar et sur des sardines également. Donc là, l'objectif est triple, en fait, c'est réduction de l'impact écologique, valorisation des bioressources, parce que pour l'instant, on ne les utilise pas. Et puis, l'intérêt du procédé, en tout cas, vu de ceux qui vont l'appliquer, c'est qu'on propose, avec ces aliments, des aliments qui ne sont pas secs, c'est-à-dire qui sont humides. Et généralement, il y a des études qui ont été faites par Ifremer en particulier, ça améliore la qualité nutritionnelle de ces aliments pour les poissons. Alors, autre exemple, c'est un exemple biocarburant cette fois-ci. Donc là, on travaille sur des coproduits de la pêche. Donc, coproduits de la pêche, on récupère dans les grandes surfaces en particulier, on récupère les coproduits, donc c'est les têtes, les arêtes, les queues, etc., qui ne sont pas vendus et qui sont récupérés. Et on fait d'explosion enzymatique pour libérer la partie lipidique cette fois-ci. Donc, on utilise la papéine comme on prend généralement des enzymes du commerce, une novozyme générale qui nous alimente en enzymes. Donc, exclusion enzymatique pour récupérer, en fait, on va récupérer 3 phases. Une phase solide, donc les résidus, une phase lipidique et puis une phase émulsionnée, dans laquelle il y a une partie encore d'huile.
Et donc, ce qui va nous intéresser, c'est la partie lipidique. Et puis, donc, à partir de cette partie lipidique, on a fait la transestérification pour produire du biofuel. Alors, je pense que c'est le dernier transparence sur les exemples de valorisation. Donc, cette fois-ci, on a pris des crustacés, notamment des crabes, pour extraire la chitine. Donc, la chitine, c'est dans la cuticule du crabe, où il y a pas mal de choses à l'intérieur. Donc, il y a de la chitine, il y a des protéines, il y a des minéraux. Et là, ce qu'on va faire, c'est une extrusion avec un double effet. Il y a une double, en fait, réaction. Une réaction enzymatique, pour une réaction. Ça, on a utilisé la pepsine pour déprotéiner, d'une part, et puis une déminéralisation par voie acide. Donc, à la fois, il y a un traitement physico-chimique et un traitement enzymatique. Et ensuite, on va récupérer la chitine, qui est insoluble, par solubilisation du produit qu'on a obtenu. On va récupérer la chitine, ce produit que vous avez, qui est tout marron. Donc, c'est aussi une application avec un double effet, en fait, de l'extrusion, enfin, un triple effet même, le traitement thermomécanique, le traitement physico-chimique et le traitement enzymatique. Donc voilà les différents partenaires avec lesquels on a travaillé sur les différents sujets que j'ai présentés. Pas détaillé, bien sûr. Alors on fait aussi au niveau avec capacité de laboratoire, on a fait, parce que pour l'instant on n'a pas remis ça, la dernière fois qu'on a fait, c'était une journée de formation continue sur l'extrusion. Donc on fait travailler sur notre extrudeur, qui est un extrudeur bivis de chez Textrat, une BC21, qui permet de faire des alimentations en matière sèche d'environ de 1 à 25 kg par heure. Donc, on présente les différents aspects de l'extrusion et puis il y a une démonstration qui est faite sur l'extrudeur du laboratoire. Voilà, j'en ai terminé avec ma présentation. Je sais pas si je me suis pas chronométré, donc j'espère que j'ai pas trop débordé. Mais non, Jacques, vous êtes dans les temps, c'est parfait, un petit peu Parfait, même très en bien. avance. Je ne l'ai pas signifié tout à l'heure, mais vous pouvez effectivement poser vos questions et vos questions pardon, dans l'onglet qui est tout en bas, nous y répondrons. Donc là, a priori, on a une question pour vous, Jacques. Oui, Séparez-vous les protéines des huiles avant la transectérification? Si oui, oui. comment? Alors, donc, une fois qu'on ça sort de l'extrudeur, on fait une centrifugation généralement pour récupérer uniquement la partie lipidique. Donc, on fait la estérification après séparation. Après séparation, d'accord. Ok. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. J'en vois pas d'autres pour le moment. C'est que ça a été assez clair et concis. Si, j'ai une autre question qui arrive. Bonjour, merci pour votre présentation. Avez-vous comparé les réactions enzymatiques en réacteur et par extrusion? Oui, oui, c'est souvent la démonstration que l'on fait, c'est une bonne question. Le gain de temps est énorme. Donc là, on est sur le gain de temps. Ouais, le gain de temps. Donc, on travaille dans des conditions relativement concentrées et on a un gain de temps, on a une accélération de la réaction, parce que la réaction, c'est deux choses. C'est la réaction intrinsèque de l'enzyme avec le substrat, mais c'est aussi la possibilité d'accession de l'enzyme au substrat. Et ça, l'extrusion aide beaucoup, ce qui fait qu'on a pas mal de gains de temps sur l'extrusion. En gros, c'est de quelques minutes à quelques heures, en gros. D'accord. Donc, c'est énorme. Et c'est vrai pour l'extraction chimique, par exemple, sur l'alginate, c'est les premiers travaux que l'on avait fait. L'extraction se fait généralement dans des réacteurs fermés, batch, agités. Ça prend plusieurs heures. Et en extrusion, on fait quelques minutes. Donc, le gain de temps est important. Et le gain en rendement aussi? Et le gain en rendement aussi. Alors, notamment sur l'alginate, surtout celui-ci qu'on a vu, c'est que quand ça dure très longtemps, on peut avoir des attaques microbiennes que l'on évite largement lorsqu'on travaille beaucoup plus rapidement. D'accord. Donc, Mais la qualité est plus intéressante. Voilà, la qualité. C'était justement ma question ensuite. OK. Ensuite, nous avons une question de Cepic, de Christian Gombert. Oui. Votre outil d'extrusion est dédié à l'alimentation. Où peut-on s'en servir pour autre marché type cosmétique? Alors là, on fait tout. On fait beaucoup d'agroalimentaire, c'est clair. Mais par contre, on a fait
la production de biodiesel, évidemment, c'est pas pour l'alimentaire. Donc, il n'est pas dédié à l'alimentation. On l'utilise on l'a jamais utilisé pour la cosmétique, parce que je fais la question. On l'a utilisé pour faire des matériaux. Donc, il est très versatile. C'est un des intérêts d'outils. Il est très, très versatile. Nous, au niveau du laboratoire, on n'est pas orienté automatiquement sur une application donnée. On est plutôt sur le procédé lui-même. Et donc, par exemple, des macroalgues rouges, est-ce que c'est une cible de pigments type phycobiloprotéines? Devons-nous combiner à la fois l'extrusion à l'extraction enzymatique? Bah oui, oui, oui. Oui, si on récupère les pigments, oui, oui, bien sûr. Oui. Oui, oui. OK. Ensuite, j'ai une autre question. Donc là, je n'ai pas l'entreprise, mais quelle est la pression maximale applicable avec ce système? Alors, la pression maximale, on peut monter vers 80 bars à peu près. 80 Ça dépend bars. bien sûr de la matière, hein. Mais D'accord. quelques dizaines de bars. Mais souvent, OK. on travaille vers 10, 15 bars. Et on a justement un intervenant qui pose une question. Est-ce que vous faites de la prestation de production ou simplement des productions en phase test? Pour l'instant, on fait plutôt des productions en phase test. OK. Eh bien, il n'y a pas d'autres questions. C'est parfait. Merci beaucoup, Jacques, encore une fois pour votre intervention. Merci. Ça va être au tour de Laurence. Et je coupe mon micro. Oui, et votre caméra, si possible. Merci. Laurence, ça va être à vous donc, pour venir nous parler de Copalis. Je vous laisse la main sur l'écran. Donc, bonjour à tous, donc Laurence Guima, donc je travaille à Copalis donc en tant qu'ingénieur R&D et donc moi je travaille plutôt au stade laboratoire, donc développement, optimisation à un stade labo. Donc là je vais présenter nos activités. Donc Copalis, évidemment, on est au cœur de la ressource marine, donc on est localisé à Boulogne-sur-Mer, donc qui est donc le premier port de pêche français et qui est une importante plateforme de transformation, de commercialisation et distribution des produits de la mer. Donc c'est vrai, ça concentre vraiment toute la filière dont on fait partie, puisque nous, on valorise donc les coproduits de la zone portuaire. Donc on collecte environ 55 000 tonnes de coproduits. Donc, on a un produit phare qui sont des protéines hydrolysées. Et donc, le nom commercial de cet ingrédient, c'est le CPSP, CPSPG et CPSP 90. Donc, on est toujours leader mondial avec cet ingrédient, donc destiné à l'alimentation animale. Donc, Copalis avait été créé en 1960. Donc par le monde de la pêche, donc qui a décidé de valoriser ces coproduits. On est environ une centaine d'employés, donc pour un chiffre d'affaires de 35 kg. Donc on est le SCOGAL, donc c'est la coopérative, donc la coopérative qui collecte les coproduits, et après avec deux sociétés, donc Copalis Industrie, qui est donc l'outil de production et qui détient aussi la R&D, la qualité, la logistique. Et donc là, on fabrique des hydrolysats de coproduits de poissons. Et une autre société qui s'appelle Valofish, donc, qui a été acquis il y a quelques mois, et donc qui valorise aussi les coproduits, mais avec des applications pulpe de poisson, surémibase, valorisation de coproduits qui ne peuvent pas être utilisés directement par les grandes surfaces. Donc, on a un président, Jacques Boité, et puis deux directeurs, Arnaud Terninck et puis Emmanuel Boucher. Donc là, ça reprend, ça illustre en fait en image donc toute la chaîne de valeur.
donc évidemment de la pêche aux usines de transformation. Donc de ces usines-là sortent les filets de poisson qui sont directement commercialisés, et donc les coproduits que nous récupérons. Donc avec trois activités: la nutrition animale, la nutrition humaine, et puis la production de produits alimentaires intermédiaires pour l'agroalimentaire. Donc l'histoire de Copalis, comme je le disais, créée en 1960 par l'interprofession de la pêche. Donc au départ pour fabriquer de la farine de poisson. Donc très vite on s'est rendu compte qu'on était peu compétitif évidemment sur de la farine de poisson. Donc on a développé dès 1968, on a mis au point un brevet pour fabriquer des protéines hydrolysées, donc, comme je le disais tout à l'heure, donc CPSP, donc à destination de la nutrition des jeunes animaux. Après, quelques années plus tard, dans les années 2000, on a décidé de trouver des nouvelles valorisations, des produits encore à plus haute valeur ajoutée, donc en utilisant des procédés de fraction, toujours l'hydrolyse enzymatique, c'est vraiment notre cœur de métier, l'hydrolyse enzymatique, donc, et puis des procédés de purification, de fractionnement pour développer des ingrédients à destination de l'alimentation humaine. Et puis en 2020, donc l'acquisition d'une nouvelle société donc, qui s'appelle Valofish, sachant que il y a une dizaine d'années, on avait déjà commencé à développer des ingrédients pour ce marché de l'agroalimentaire, donc valorisation de coproduits, mais donc là, il s'agit uniquement de tri de matière et puis de surgélation. Donc, on valorise les ressources de la mer, donc toujours dans le respect de l'environnement. Donc, on n'utilise que des coproduits, évidemment, pas de pêche spécifique pour fabriquer des ingrédients. Donc, ça a toujours été le cas de Copalis. Et puis, on utilise l'hydrolyse enzymatique et puis donc en milieu aqueux, on n'utilise pas de solvant. Donc là, un petit peu en image, tous les coproduits que l'on utilise et puis les ingrédients que l'on fabrique ou les molécules que l'on extrait de ces coproduits. Donc les coproduits dans leur globalité, donc la tête, l'arête, donc une grosse partie du tonnage part pour la valorisation en alimentation animale. Donc avec nos ingrédients phares qui sont les CPSP, donc un CPSP 90 et un CPSP G, donc, qui se différencient par leur teneur en protéines et en matières grasses. Donc, dans cet atelier découlent deux autres ingrédients, donc la farine d'arête de poisson, dont le nom commercial est le Foscal, et puis de l'huile de poisson. Donc d'huile de poisson, l'huile de saumon, et puis de l'huile de poisson tout venant. Donc ces ingrédients-là, ils sont commercialisés par une société qui s'appelle Sopropêche et donc qui est le distributeur exclusif. Donc au départ, dans les années 70-80, c'était beaucoup utilisé en tant que lacto-remplaceur. Donc ce marché-là a été perdu quand il y a eu la crise de l'ESB. Et donc voilà, donc on est à nouveau réautorisé pour ces marchés, mais bon, on n'a plus ces marchés-là. Donc les gros marchés, donc c'est à peu près 50-50 entre l'aquaculture et le pet food. J'avais pas terminé par contre. Et donc on a rajouté donc biofertilisant, ça c'est assez récent. Donc on s'oriente un petit peu sur la nutrition aussi du végétal. Donc pour des coproduits qui ne peuvent pas être utilisés ni en alimentation animale ni pour la nutrition humaine. Donc il faut savoir que pour la nutrition animale, c'est très très réglementé, les normes sont très très strictes. Donc on doit respecter des normes en substances indésirables qui sont très très fortes. Donc certains produits ne peuvent pas rentrer dans ces applications de nutrition animale et ils ne peuvent pas non plus être utilisés pour l'alimentation humaine.
quoique moins exigeante au niveau de la réglementation, mais pour des problèmes de qualité, il ne pourrait pas être utilisé pour l'alimentation humaine. Et puis après, donc tous les autres ingrédients, les autres coproduits que l'on voit, donc là sont utilisés pour fabriquer des ingrédients pour l'alimentation humaine. Donc là, dans cet atelier-là, on traite des volumes beaucoup moins importants, mais par contre, on différencie chaque coproduit pour extraire la molécule d'intérêt, ce qui n'est pas le cas pour la nutrition animale. Donc, on va valoriser les peaux de poisson donc pour extraire le collagène et de l'élastine. On va valoriser le cartilage pour sa teneur en chondroïtine sulfate, donc avec différents ingrédients fabriqués avec différentes puretés en chondroïtine sulfate. Donc, on va aussi valoriser le collagène de type 2 issu du cartilage. Et après, on valorise aussi les arêtes de poisson. On fabrique un ingrédient qui s'appelle phoscalim et donc qui est très intéressant pour sa richesse en calcium. Après la chair, donc là la photo ça montre de la chair, on n'utilise pas vraiment cette chair-là, c'est la chair en fait qui résulte de l'hydrolyse, d'une première hydrolyse qui permet de séparer les arêtes d'un côté et puis la chair de l'autre. Et donc cette chair, ces protéines de la chair vont nous permettre de fabriquer des différents peptides. Et puis on fabrique aussi des extraits aromatiques, donc on valorise de poissons mais aussi de crustacés. Donc, on traite des coproduits de homards, de crevettes, de langoustines. Et puis après, autres, donc il peut y avoir un peu de la valorisation spécifique d'autres coproduits. Donc, on peut valoriser par exemple les laitances de poissons pour leur teneur, leur richesse en ADN. Après, oméga 3, c'est assez limité. Nous, à Boulogne, on ne récupère pas d'espèces qui sont très riches en oméga 3. Donc, voilà, on n'a pas d'ingrédients spécifiques oméga 3. C'est bon? Et puis donc la valorisation donc, en agroalimentaire. Donc là, on fabrique de la pulpe de poisson, du surinibase, ou après, alors on congèle certains types de coproduits qui sont après utilisés par les usines agroalimentaires pour leurs plats préparés. Et on vend aussi des têtes, par exemple, les têtes de saumon sont très prisées sur les marchés asiatiques. Donc, les têtes de saumon sont surgelées et puis envoyées dans ces pays-là. Donc là, un petit peu résumé, nos 3 activités, donc c'est ce que je viens d'évoquer, donc un atelier FIT pour la nutrition animale avec une équipe de 35 personnes. Donc cet atelier-là, il tourne 50 semaines par an, en 3-8, 7 jours sur 7. Donc 2 ateliers, un atelier farine, donc qui est utilisé quelques semaines par an, mais le gros des coproduits sont utilisés pour la fabrication de nos hydrolysats, qui est notre ingrédient phare. Et puis donc de l'huile de poisson. Donc de l'huile de poisson qui est vendue une partie en technique et puis de l'huile de saumon qui est valorisée pour les applications pet food. Donc on produit évidemment sous agrément sanitaire avec un système HACCP et puis des certifications GMP, IFIS et IFO-RS. Après l'atelier ingrédients marins pour tout ce qui est ingrédients nutraceutiques, donc une équipe de 18 personnes, un atelier de production, donc pareil avec un système HACCP qui est sous la norme ISO 22000 et avec une certification halal pour certains ingrédients. Et puis l'atelier donc surgélation pour l'agroalimentaire, donc une équipe de 30 personnes depuis l'acquisition de Valofish dernièrement, et avec donc, la valorisation des espèces, tri et surgélation, surinibase, la pulpe, et avec des équipements des congélateurs horizontaux, verticaux, on fait de l'IQF. Voilà. Donc là, dans les slides suivants, c'est la présentation de quelques ingrédients nutraceutiques. Donc des ingrédients qui ont été mis au point et donc dont on a testé l'efficacité.
Donc, Colactive, c'est un ingrédient qui contient du collagène, donc extrait à partir des dépôts de poissons maigres. Donc, c'est un ingrédient qui combine les deux constituants principaux de la peau, à savoir le collagène et l'élastine. Et donc, on avait mené il y a quelques années une étude clinique sur 43 femmes pour démontrer l'efficacité de cet ingrédient-là. Et donc, on avait pu mettre en évidence l'effet anti-rides à 28 jours de notre ingrédient, et puis sur 84 jours, un effet protecteur contre le placebo. Donc, Protisène, c'est un hydrolysa protéique, donc extrait de la chair de poisson maigre. Donc, il a été testé dans le test d'enfouissement défensif, donc contre le diazépam chez 48 rats, donc répartis en 4 groupes. Et donc, on a démontré que notre ingrédient Protisène à des doses de 6 mg par kilo et 12 mg par kilo présentait un effet relaxant comparable à celui du diazépam testé à 3 mg kilo. Donc, cet ingrédient stimule l'attention tout en procurant bien-être et relaxation, et donc évidemment avec aucun effet secondaire. Donc, Nutripeptine, donc, qui est un autre ingrédient, donc toujours un hydrolysa extrait de la chair de poisson maigre. Donc, une étude clinique qui a été menée sur 17 femmes, et donc où on a démontré que les peptides de poisson du coup, avaient des effets positifs sur la glycémie post-prandiale, et puis que ça favorisait aussi la satiété. Et puis enfin, un autre ingrédient, Foscalim. Donc là, c'est la poudre d'arête de poisson. Donc, on a mené une étude avec l'Institut Pasteur pour montrer la biodisponibilité du calcium marin. Et donc, c'est ce qui s'est révélé positif. On a bien une augmentation du calcium sérique et de l'excrétion urinaire du calcium. Donc, on l'avait comparé par rapport à du lait. Et donc, on montrait que la biodisponibilité du calcium de Foscalim était au moins équivalente, voire même la meilleure que celle provenant du lait. Donc voilà, on essaye toujours d'innover. Donc c'est vrai que nous, notre savoir-faire, c'est l'hydrolyse enzymatique qu'on utilise depuis une 60aine d'années. Donc on connaît bien la matière poisson. On optimise beaucoup nos procédés de fabrication, et donc on teste nos ingrédients pour assurer sécurité et efficacité de ceux-ci. Donc au niveau de notre entreprise, donc on a un laboratoire de R&D où on peut reproduire les procédés à petite échelle. Après, on a un labo de contrôle qualité, puisqu'on est en analyse libératoire, donc tous nos lots sont analysés avant départ. Donc, mais ce sont des analyses de base, les analyses physico-chimiques, protéines, minéraux, matières grasses, humidité principalement, et puis les analyses bactériologiques. Et donc voilà, après ça s'arrête là. Tout ce qui est analyse de substances indésirables, on envoie ça dans des laboratoires extérieurs. Et donc, on s'implique dans des programmes de recherche français et européens pour profiter justement de partenariats, de réseaux pour développer, pour améliorer notre développement. Et puis, on est adhérent à 3 pôles de compétitivité, donc le pôle NSL de Lille, Aquimer à Boulogne, et puis le pôle IAR depuis 2019. Donc là, juste en quelques mots, un des projets qu'on vient d'initier, c'est d'identifier in silico de nouveaux peptides d'origine marine, donc dans le but de développer de nouveaux hydrolysats protéiques à partir de coproduits pour améliorer la santé, prévenir ou réduire le risque de pathologie. Donc, on va cribler le potentiel d'hydrolysa à réguler un certain nombre de processus physiologiques et pathologiques en lien avec une population cible, donc là plutôt la cible des seniors. Et donc, ça s'inscrit un peu dans la continuité d'un FUI qu'on a mené de 2016 à 2019 qui s'appelait PepsiNord.
Donc voilà le contexte du projet. Donc on sait que la population vieillit et que donc d'ici une trentaine ou quarantaine d'années, quasiment un Français sur 4 aura plus de 65 ans. Donc on risque d'avoir une augmentation des maladies dues au vieillissement, comme les maladies cardiovasculaires, l'hypertension, le diabète de type 2, etc. Donc avec une augmentation des dépenses de santé liées au vieillissement. Donc nous, notre idée, c'est un peu de développer de nouveaux ingrédients qui pourraient avoir un impact sur ces pathologies. Donc on voit que les peptides bioactifs, c'est quand même dans l'air du temps. Depuis 2019, on voit plus de 2000 publications sur les peptides actifs et leurs bénéfices santé. Donc il y a déjà des travaux importants sur les peptides du lait. Donc on veut aussi de travailler sur nos coproduits de nos protéines de poisson. Donc, on a des techniques de plus en plus performantes pour caractériser, identifier, purifier ces peptides. Donc, voilà, c'est ce qui nous amène à travailler sur ce sujet. Donc, notre stratégie, en fait, c'est d'utiliser la bioinformatique et la peptidomique pour accélérer le développement de ces peptides bioactifs du laboratoire au marché. Donc, on espère que ces deux approches vont pouvoir réduire un peu les coûts de développement et donc être efficaces pour prédire et cribler les hydrolysats des peptides bioactifs provenant des coproduits de poissons. Donc, on a recruté un thésard pour ce projet et puis on va travailler aussi avec deux partenaires, donc l'UMRT, BioEcoAgro et puis la plateforme bioinformatique de Lille. Donc là, le travail vient de commencer là, depuis le début de l'année. Donc, c'est les 6 ou 8 premiers mois, on les dédie à un travail bioinfo. Donc, on va tenter de créer un logiciel en fait, pour faire de la prédiction de peptides générés par hydrolyse enzymatique à partir de nos coproduits de poisson et ainsi que d'identifier les activités biologiques. Donc là, voilà un peu l'illustration de la démarche. Donc nous, on part de nos sources de matières premières, donc nos coproduits disponibles dont on souhaite améliorer la valorisation. Donc là, toute la première partie de la thèse, c'est donc de faire de la prédiction, de mettre au point cet outil qui nous permettra de prédire et donc de générer des peptides actifs dans nos hydrolysats. Après, on passera à une phase de production semi-industrielle. Donc, pour s'affranchir un peu de l'étape labo, je pense qu'on ira directement sur de la production industrielle pour faire du criblage sur des échantillons industriels et pas des échantillons laboratoires. Donc, il y aura de l'identification évidemment de ces peptides bioactifs, du criblage, et puis après sur les peptides les plus intéressants, des tests évidemment in vivo et pourquoi pas des tests précliniques. Merci. Merci Laurence pour votre présentation. Alors, est-ce qu'on a des questions? Est-ce que vos procédés génèrent eux-mêmes des coproduits ou des déchets? Comment? Je n'ai pas compris. Je me demande si c'était pour… non, c'était pour la présentation d'avant, celle-ci, pardon. La question était, est-ce que vos procédés génèrent eux-mêmes des coproduits ou des déchets? Mais non, c'était, je pense, pour Jacques, pardon. Je peux répondre, hein. Bah oui, écoutez, ça laissera le temps aux autres de poser une question peut-être à Laurent sur sa présentation, comme ça. Oui, il y a toujours des déchets, hein, notamment quand on fait de l'extrusion, il y a toujours la partie solide qui peut être un déchet, pour l'instant, on n'a pas travaillé sur la valorisation. Une possibilité serait de faire de la méthanisation des déchets ultimes, les transformer en énergie. Mais on n'a pas fait, on n'a pas travaillé là-dessus, mais c'est une possibilité. Il y a pas mal de travaux, d'ailleurs, sur la méthanisation de produits issus de la mer. Tout à fait. Et le pôle, d'ailleurs, accompagne ce groupe de travail sur la méthanisation, l'hydrogène, enfin les bioénergies en général. Alors, c'était aussi pour Mme Guimard, pardon. Il s'agissait donc de savoir si il y avait des déchets et est-ce que vous savez quoi en faire? Non, on a très très peu de déchets puisque tout est valorisé. Non, on n'a pas. Après, voilà, il peut y avoir quelques déchets qui partent en méthanisation, mais sinon, pour nous, c'est zéro déchet.
Bravo. Économie circulaire, bioéconomie, on est en plein dedans. Vos projets en cours sur les biopeptides, est-ce qu'ils permettent d'être concernés par les nouvelles foods? Non, on ne sera pas concerné. Nous, c'est déjà en fait, on ne va pas faire de la purification de peptides où on va garder notre hydrolysa de coproduits dans lequel on aura notre peptide actif, mais ça ne sera pas considéré comme de la nouvelle food. Donc, OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, n'hésitez pas de toute façon, je vais faire intervenir la troisième personne, mais n'hésitez pas à poser vos questions. Laurence pourra y répondre directement dans l'onglet réponses. Donc, n'hésitez pas s'il y a d'autres questions qui vous arrivent d'ici là. Merci encore, Laurence, c'est gentil. Merci. Hop, donc, on va accueillir notre troisième intervenant, donc, qui est Édouard de Drezy de SCAL. Bonjour, Édouard. Bonjour à tous. On a le son. C'est parfait, on vous entend bien. C'est incroyable. Je vous laisse présenter SCAL. Je vais couper ma caméra. Je vous laisse la main sur l'écran. Allez-y, partagez. Ça prend un petit peu de temps, donc ne vous inquiétez pas. On y va, on y va. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, c'est parfait. Décidément, tout est aligné. Bonjour à tous. Je suis Édouard de Drezy, donc cofondateur de Scale, qu'on a créé il y a 3 ans avec Eric de Laurence. Déjà 3 ans. Alors pourquoi on a créé Scale? On a créé Scale parce qu'on veut créer une nouvelle génération de matériaux, des matériaux qui soient vertueux et biodégradables, recyclables, non délétères pour l'environnement et pour la santé. Et puis issus de ressources marines, elles-mêmes renouvelables, bien sûr. Cette idée est née dans la tête d'Éric, mon associé, qui s'est penché sur cette question des coproduits de l'agroalimentaire et de la pêche, notamment durant ses études à Londres. Voilà, et cette idée, elle a commencé par un premier matériau que Eric a baptisé la scalite. La scalite, donc ça vient de l'anglais scale, l'écaille, et lithos, la pierre en grec. Donc la scalite, c'est une pierre d'écaille finalement que vous trouvez là. C'est donc le premier matériau intégralement et exclusivement conçu à partir des écailles de poisson. Je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps, ce sont des écailles de poisson. Et ces écailles de poisson, elles permettent de répondre de faire un matériau qui répond aux critères de durabilité, notamment ceux que met en avant les accords de Paris. Comme vous pouvez le voir, hein, c'est un matériau auquel on peut donner des couleurs assez variées. Alors, déjà, les écailles, qu'est-ce que c'est? Vous connaissez tous les écailles, un matériau assez surprenant, qui est en fait très abondant aujourd'hui dans le monde. Bien sûr, c'est renouvelable. Aujourd'hui, nous, on s'est intéressé d'abord à 2 gisements. Le gisement de la sardine, en France en particulier, et le gisement du saumon, en France aussi, même si, bien sûr, c'est aujourd'hui largement importé de Norvège et d'Écosse. Voilà. Alors, on travaille aujourd'hui sur ces 2 filières-là parce que elles ont des capacités industrielles assez importantes, d'une part, et aussi parce que ce sont 2 filières où les écailles posent un problème réel dans les process de production pour plusieurs raisons. Donc on s'est intéressé à ces industries, donc conserveries pour la sardine, et puis fabricants de saumon fumé industriel pour le saumon. On estime en Europe que c'est des gisements qui sont autour de 20 000 tonnes chaque année, donc pour le saumon, et d'un peu plus de 20 000 tonnes pour la sardine, en incluant le Maroc, qui est
le plus gros acteur pour la sardine sur l'Atlantique. Voilà. Alors, aujourd'hui, on collecte cette matière directement chez ces industriels, et avant de la transformer. On estime que ce gisement il est très important aussi dans d'autres pays, dans le monde. Je parle de la Norvège, bien sûr, du Maroc, bien sûr, mais aussi il existe en Amérique du Sud. On a été aussi explorer un peu en Asie pour voir ce qui se passe, et ils ont aussi énormément de matières disponibles qui font sécher d'ailleurs au soleil, donc c'est intéressant. Et cette matière, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'applications. Alors, voilà une photo qu'on a faite d'une écaille de saumon. Il y a une erreur dans l'intitulé, c'est bien du saumon. On reconnaît le saumon à sa tache noire en bas. Donc c'est une belle écaille, ça ressemble un peu à un tronc d'arbre coupé un tronc d'arbre ou à une empreinte digitale, et on peut voir en principe dans les écailles la vie du poisson, c'est-à-dire les années où il a pu bien se développer, les années qui ont été plus difficiles, etc. On arrive à analyser tout ça dans une écaille. Voilà. Alors une écaille, c'est deux choses. On en a parlé, Copalis mentionnait tout ça, c'est une phase minérale, donc hydroxyapatite ou du phosphate du calcium en fait, et puis une phase organique, le fameux collagène, qui est en fait notre liant. C'est le collagène qui joue le rôle du liant dans notre matériau. Donc c'est un biopolymère naturel. Donc là, c'est bien saumon, effectivement. Là, c'est une écaille de carpe, justement, ce sont des très grosses écailles qui font de 2 à 3 cm, qui sont assez belles aussi. Et puis, je n'ai pas pu vous présenter l'écaille de sardine. Elle devait apparaître, mais il y a eu un petit problème, semble-t-il. La sardine, évidemment, c'est une écaille qui a une forme différente. Donc, chaque espèce a sa propre écaille. Donc, ce qu'on constate, c'est que elles sont différentes, mais elles sont constituées des mêmes composants. Et nous, pour notre process, il y a des différences dans la manière de faire, mais néanmoins, on retrouve les mêmes composants pour faire notre matériau. Voilà. Donc, on peut faire notre matériau à partir de n'importe quelle écaille, en théorie. Voilà, ça c'est un atelier de transformation du saumon. C'est toujours impressionnant de voir ça. On se rend compte que la matière est très abondante. Vous voyez, là elle est très abondante, elle est très propre. Et aujourd'hui, cette matière, elle est pas beaucoup valorisée parce que justement, elle est très minérale. Et ce minéral n'intéresse pas beaucoup les acteurs qui transforment ces coproduits, puisqu'il n'y a pas beaucoup de valeur nutritive, tout simplement. Alors, notre procédé de production, il se déroule on va dire en 4 étapes, et non pas 5 principales. La première, c'est la collecte, évidemment. Ensuite, cette matière qu'on collecte, c'est une matière qui se dégrade assez vite. Donc, il faut, nous, on la stocke congelée. Ensuite, on la sèche. C'est une étape très importante, ce séchage, qui permet d'avoir une matière qui soit qu'on peut stocker tout simplement. Ensuite, on va transformer cette matière en poudre fine, de l'ordre de 300 microns. Et puis, cette poudre, on va la compresser à froid dans un moule, c'est celui que vous voyez là, par exemple. Voilà, pour réaliser notre matériau. Voilà. Donc, il y a des rendements, pour vous donner un ordre de grandeur, avec 1 tonne d'écaille, on fait 15 mètres carrés de notre matériau, avec un peu plus de 10 mm d'épaisseur. Et puis, on dépense pas beaucoup d'énergie. On en dépense, le plus gros poste d'énergie, c'est pour le séchage de la matière, qui demande un peu de kilowatts. Voilà.
Alors, c'est quoi cette scalite c'est donc un matériau qui a pas mal d'atouts. Probablement, un de ses atouts principaux, c'est qu'il est recyclable, puisqu'il est composé que d'écailles. On peut le retransformer une fois qu'il a été produit. Ça, c'est vraiment un très grand avantage. D'ailleurs, on récolte toutes nos chutes de production aujourd'hui, notamment lors du ponçage, et on peut les retransformer derrière. C'est un matériau qui peut se dégrader dans l'environnement. Il a on va dire en quelques semaines. Voilà. Il ne génère aucun COV, aucun composé organique volatile. C'est un argument très important également. Il est résistant au feu. On a eu la norme feu l'année dernière et c'est important pour intégrer des projets, notamment d'architecture d'intérieur. Voilà. Il peut être transformé avec des outils conventionnels du bois. Voilà. Et puis, il a une particularité, c'est qu'il peut être collé, il peut être assemblé sans colle. C'est-à-dire que le propre liant du matériau joue le rôle de la colle et on arrive à faire des choses. C'est une colle qui est très résistante. C'est vraiment assez spectaculaire. Voilà. Donc, on a posé un brevet là-dessus. Et puis, évidemment, il y a un point important, c'est que c'est un matériau qui est très beau. J'espère que vous le trouvez également. On peut lui donner des couleurs. En fait, on met des colorants dans la phase de compression, juste avant la compression. Voilà le matériau sous toutes ses coutures. Aujourd'hui, on fait donc ce matériau sous un format 30 cm sur 30 cm. Ensuite, on peut l'assembler, l'usiner, en faire toutes sortes de choses. Encore une fois, un peu comme on travaille le bois. On a vocation à augmenter notre format dans les prochains mois, faire des 60-60, et puis pourquoi pas encore plus grand dans les prochaines années. Voilà. Alors ça, c'est juste pour donner un ordre de grandeur. On est un matériau qui a des bonnes caractéristiques mécaniques, notamment traction, compression, flexion. On est grosso modo, on peut être comparé au béton sur certains aspects, au MDF sur d'autres. Voilà, tout ça est en cours d'analyse plus approfondie. Alors, je zoome sur cet aspect recyclabilité. C'est clairement quelque chose qui est très, très important pour nous. Il y a deux manières de voir la fin de vie du produit. Soit on peut l'abandonner dans la nature et il va se biodégrader, soit on peut le recycler. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, il y a vraiment deux boucles de l'économie circulaire, finalement, puisque les écailles collectées se retransforment peuvent intégrer de nouveau l'environnement marin sans gêner personne. Et c'est ce qu'on vise, c'est surtout de récolter notre matériau en fin de vie pour pouvoir le retransformer de nouveau en matériau. De plus en plus, c'est ce que demandent les architectes, puisque c'est ça qu'on vise aujourd'hui, c'est des applications d'aménagement intérieur. Alors, nos applications, nos marchés, aujourd'hui, ce qu'on vise, c'est principalement des projets d'habillage mural pour des boutiques, des bureaux, du tertiaire. On est aussi sur du mobilier, des projets de mobilier et des projets d'accessoires de la maison. Voilà. Aujourd'hui, on vise des applications plutôt verticales. On sort tout juste de notre phase, on va dire, de R&D, donc on arrive sur nos premiers marchés. Et on veut être sur des applications qui vont valoriser ce matériau le mieux possible, bien sûr. Et on discute et on travaille avec des enseignes, des architectes d'intérieur et des designers. Alors aujourd'hui, notre équipe elle est composée de 5 personnes. Jules Collin, qui est ingénieur, qui s'occupe des procédés de production. Arnaud Petipa, qui est notre fer de lance sur la R&D. C'est un sujet très important, la R&D pour nous. On est membre de la chaire Manta qui a été créée par l'Université de Pau sur les projets de matériaux éco-sourcés. On a des pistes de développement sur d'autres types de matériaux et de matières coproduits. On a des pistes intéressantes. Eric
de Laurence, donc, qui est le cofondateur de Scale et qui a donc inventé la Scalite. Jérémy à droite, qui est notre technicien aujourd'hui, et puis moi, donc, en charge plutôt des financements et du sourcing aujourd'hui. Donc aujourd'hui, notre problématique principale, c'est clairement d'augmenter notre capacité, à la fois pour le sourcing et également pour la production. Pour vous donner un ordre de grandeur, aujourd'hui, on collecte entre 3 et 4 tonnes de matières premières par mois. Et il faut qu'on arrive à augmenter ça, à faire peut-être x2 d'ici l'année prochaine. Les gisements, ils sont là, donc on n'a pas tellement de problématiques pour les collecter, mais c'est plutôt derrière pour les transformer et trouver les outils qui sont à la bonne échelle pour nous et qui permettent donc de transformer cette matière en cette poudre, puis ensuite d'avoir des outils de compression notamment qui soient raccord avec ce gisement. Voilà. Donc c'est juste une histoire de doser chaque étape et que chaque étape soit évidemment raccordée avec la précédente pour que les volumes sourcés soient transformés en matériaux. Voilà. Donc on est sur cette problématique d'augmenter notre capacité. Évidemment, derrière, il y a des problématiques de financement. Et on est aidé aujourd'hui largement par la région Nouvelle-Aquitaine, par la BPI. Et on a aussi des investisseurs qui nous ont rejoints il y a bientôt 1 an. Voilà, merci beaucoup. Alors, j'en profite pour vous montrer que ce matériau peut aussi être gravé, parce que j'ai ici un merci. Voilà, on peut graver le matériau de façon assez fine, et on peut ensuite remplir la gravure avec notre propre pâte de Scalite pour en faire une deuxième, un aspect sympathique. Merci à vous tous. Merci beaucoup, Édouard. Et oui, effectivement, le produit comme ça marqué, ça peut être des bonnes idées lorsqu'on fait des salons, quand tout reviendra un peu à la normale. Pour le polyère, en tout cas, ça peut être assez source d'idées. Du coup, donc on a bien noté, il y a des équipementiers en plus qui sont inscrits, donc que vous avez besoin d'augmenter votre capacité et trouver les bons outils. Donc j'espère que les équipementiers qui sont présents pourront répondre à vos attentes. On a quelques questions. Justement, quel est le prix au mètre carré de la Scalite? Je me posais la même question. C'est une bonne question. La réponse est... J'ai un petit peu envie de botter en touche aujourd'hui sur cette question, parce qu'on est dans une phase encore, on va dire, très amont, petite capacité, voilà. Donc on est sur un matériau assez haut de gamme aujourd'hui, pour l'instant. C'est plus que 200 € le mètre carré je parle du prix de vente. Hein. On est sur un matériau assez haut de gamme, voilà. Mais c'est principalement une histoire d'économie d'échelle. Oui, le prix baissera par rapport à vos évolutions de capacité, effectivement, par la suite. C'est exactement ça. Du coup, est-ce que vous pourriez m'envoyer 10 mètres carrés d'échantillons gratuits pour refaire la salle de bain? Jessica, on s'arrangera, bien sûr. On s'arrangera, ça marche. Une autre question, quelle est la pression appliquée pour la compression à froid pour fabriquer une plaque de Scalite? On est sur une pression de l'ordre de 20 tonnes. 20 tonnes. Ok, et quel est le poids du matériau? Ça, c'est une bonne question. Alors, c'est une densité de 1,5. Ouais. Voilà, donc une plaque de 30-30 sur 10 cm fait un peu plus d'1 kilo. Voilà, donc c'est assez... c'est souvent... ça surprend souvent les gens qui s'attendent à quelque chose de plus lourd. On est moins lourd que du marbre, par exemple, mais on est plus lourd qu'un plastique. On est... voilà. D'accord. Densité de 1,5. On n'a pas d'autres questions. Il y avait une question qui a disparu, donc j'invite la personne à la renoter. Je ne la retrouve pas. En tout cas, merci beaucoup, Édouard. Si vous avez d'autres questions, de toute façon, vous allez avoir les coordonnées des participants, enfin des intervenants. Donc, n'hésitez pas à leur poser les questions. Si j'en ai une qui vient d'arriver. Quelle est la résistance à l'humidité? Une utilisation... J'arrive pas à lire la question. Une utilisation est-elle possible en salle de bain, par exemple? Justement, ma salle de bain, est-ce que je peux la faire? Aujourd'hui, l'humidité, c'est un peu on va dire,
faiblesse. Enfin, c'est pas le bon terme parce qu'en fait, c'est aussi un atout, mais on n'est pas très résistant et on est sensible. Ce matériau est sensible à l'eau. Un peu comme le MDF. Le MDF, ça peut gonfler avec l'eau. Donc la salle de bain, c'est pas notre premier marché, ni la cuisine. C'est aussi pour ça qu'on vise les murs d'abord. Cependant, on a travaillé sur des solutions. Alors, il y a des adjuvants naturels qui peuvent renforcer cette résistance à l'eau, d'une part. Et puis, il y a également des solutions vernis qui existent, sur lesquelles on travaille aujourd'hui et qui, en fait, permettent de rendre le matériau compatible avec des usages où l'humidité est présente. Mais il faut qu'on trouve le bon vernis, voilà, le vernis qui soit respectueux de l'environnement et qui soit compatible avec notre matériau. Et ben, au niveau du pôle, ça tombe bien, on travaille avec des acteurs qui produisent des vernis biosourcés. J'ai d'autres questions. Est-ce que les colorants que vous utilisez sont naturels? Alors, c'est des colorants. Aujourd'hui, on utilise des colorants qu'on utilise pour la cuisine. Et je ne sais pas tellement vous en parler plus des colorants, à vrai dire. Mais donc, je suppose qu'ils sont composés de choses à peu près naturelles. D'accord. Bon, sachez que le pôle, c'est pareil, travaille avec des acteurs qui produisent des colorants naturels. Est-ce que votre liant, utilisez-vous un liant pour compresser le matériau? Non. En fait, le liant de notre matériau, il est intégré dans l'écaille. C'est le fameux, vous l'aurez compris, le fameux collagène. Collagène. Qui joue le rôle de liant. Et c'est vraiment la beauté de ce matériau, c'est qu'il n'y a pas d'adjuvant ou pas de liant tiers, type résine, etc. Et c'est ça qui permet au matériau d'être recyclable, en fait. Et comment vous éliminez les odeurs? L'odeur. Alors, l'écaille n'a pas d'odeur, Jessica. Simplement, elle peut avoir une odeur. Je vais un peu vite là, mais une écaille fraîche n'a pas d'odeur. L'odeur, dès qu'elle se dégrade, il y a une odeur qui arrive et qui peut être assez gênante, je confirme. On a trouvé des solutions assez douces pour rincer cette matière, qui permettent d'éviter tout résidu d'odeur. D'accord. Ok, bah écoutez, j'ai pas d'autres questions. Après, sur l'odeur, effectivement, une légère odeur de mer peut être intéressante, un peu comme le cuir a son odeur. Est-ce que un matériau sans odeur en tout cas, c'est un des premiers réflexes des personnes, c'est de sentir, et parfois on les trouve un peu déçus de voir qu'il n'y a pas d'odeur. D'accord, très bien. Bah, merci en tout cas, Edouard, pour votre présentation. Je vais vous inviter du coup à arrêter votre partage d'écran. Que je puisse faire une petite présentation de là où on va retrouver toutes les présentations des intervenants. Je vais enlever mon écran. Merci à tous. Vous avez arrêté le partage là? Non? Ah, voilà, là c'est parfait. Ok, merci. Merci, merci. Hop. Et donc pour terminer ce webinaire, je vous avais parlé tout à l'heure d'un outil de veille qui s'appelle Tremplin. Donc une veille internationale sur la bioéconomie. Vous retrouverez toutes les présentations de nos adhérents sur l'extranet. Donc vous voyez bien, on fait tous nos groupes de travail bioéconomie bleue, hein, tous les comptes rendus, les présentations d'Olmix, l'Université de Le Mans, etc., Bocard, sont dans cet outil-là. Hein, donc tous les comptes rendus, le programme. Donc n'hésitez pas à aller dans votre extranet de l'outil. Et donc Tremplin, hein, c'est comme un petit Google, hein, ça fonctionne très facilement. Vous tapez le mot, par exemple, marin. Vous avez toutes les activités liées au mot marin. Donc, des assiettes écologiques fabriquées à partir de sous-produits d'algues. Biosynthétique Technologies reçoit l'approbation d'Agir Marine pour son fluide hydraulique biosourcé. Et vous avez ici une cartographie. Vous recherchez des gens, je ne sais pas, hein, par exemple, dans les algues, dans les poissons ou autres. Hop, vous tapez le mot-clé. Et vous allez avoir tous les acteurs qui travaillent sur les algues, donc Fermentalgues, CEA, Roquette, Avril, Olmix, etc. Vous pouvez paramétrer l'outil. Donc voilà, c'est un outil qui est dédié à nos membres. Donc n'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore inscrit, à me solliciter pour avoir le lien afin de pouvoir y accéder. Voilà,
J'invite tous les participants à rallumer leur caméra. Hop. Oui, allez-y, vous pouvez rallumer vos micros, vos caméras. Je vous remercie en tout cas à tous d'avoir participé à ce webinaire Focus Adhérents. Si les participants ont des idées, des présentations à faire, n'hésitez pas à me solliciter aussi. Les Focus Adhérents, on en fait très régulièrement. C'est 3 adhérents mis en avant. Donc, si vous avez des idées, merci de nous les faire partager. Merci Laurence, merci Edouard, merci Jacques. Et puis à bientôt. À bientôt. Merci à vous. Merci à Merci tous. pour l'animation. Merci aux participants. À bientôt. Au revoir. La technique a été parfaite.